RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand oral des GG avec l'acteur Mathieu Kassovitz à l'affiche du film Sparring. Bonjour Mathieu. Bonjour les amis. Mathieu Kassovitz, Sparring, c'est le coup de cœur des grandes gueules, on va être clair, on l'a tous vu et on trouve que c'est dans la lignée des grands films sur la boxe. On peut citer Raging Bull, Rocky et d'autres. Et surtout, ce qui a plu, c'est votre personnage. De boxeur, un peu d'ouvrier de la boxe en fait, en quelque sorte, qui a fait ça toute sa vie, qui a pas énormément gagné d'argent, mais qui a essayé de rester digne, et qui finalement, à la fin de sa carrière, on lui propose un contrat particulier. Ben oui. Ben merci. Je peux y aller alors. Vous avez le survêtement le même que Rocky là, c'est du coup c'est en gris avec la capuche. Oui, non, c'est un film très. D'ailleurs, je suis très surpris et heureux que ça vous plaise à tous. Mais merci. Non, enfin surpris non, mais heureux en tout cas. Une surprise non parce que je pense que c'est un bon film. J'ai eu la chance, vous savez, les acteurs ont la chance de tomber sur des bons scénarios faits par des bons réalisateurs. Samuel Jouy en l'occurrence. Samuel Jouy qui est un premier film. Et qui est un acteur, et qui m'a proposé un scénario vraiment très intéressant, pas seulement sur la boxe, mais sur l'univers des petites gens et de ceux qui doivent rester dignes, même dans l'adversité et dans l'échec, quoi. Et pour rendre cette fierté-là à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs maris. Sur la boxe, c'est un film sur un boxeur et un homme, quoi, en fait. La boxe est une parabole, est un sport tellement pur et tellement qui vous oblige à être dans la vérité et sur lequel vous pouvez pas mentir. Donc c'est une parabole sur la vie. Il n'y a pas plus symbolique que de dire prendre un coup, se relever et continuer à se battre. C'est ce qu'on fait tous les jours. Donc c'est un film sur ces gens-là, et c'est pas juste sur les gens de la boxe, mais aussi sur les gens qui vont travailler pour un salaire de misère et qui doivent continuer à sourire à leur famille et qui doivent continuer à trouver les choses belles et qui doivent trouver leur victoire à l'intérieur de leur défaite. Voilà. Et on a tous eu ça. Même ceux qui sont au top ont vécu des grosses défaites, et c'est cette résilience qui est en chacun de nous qui nous permet d'aller. Mais ce qui est bien dans ce film, c'est que il n'y a pas de misérabilisme. C'est-à-dire que votre personnage, il a une famille qui s'aime, qui partage les choses. Il y a une très belle relation entre le père et la fille, notamment. Et en même temps, la vie n'est pas simple. Il y a des choix à faire. Qu'est-ce qui vous a... Parce que je sais que vous boxez vous aussi dans la vie. C'est ça qui vous a attiré au départ vers le scénario ou... Non, enfin c'était une transformation de plein de choses. Moi, j'avais envie de changer un petit peu de vie et de rencontrer quelque chose de différent. Et j'ai rencontré un univers différent à travers la boxe et les combattants. Quand j'ai fait Babylon Hades, j'ai eu la rencontre magnifique que j'ai faite avec Jérôme Le Banner, qui est un personnage très haut en couleur et un personnage magnifique avec qui je suis devenu ami. Et à travers lui, j'ai découvert les combattants, les plus grands combattants au monde, en pied-point et ensuite en boxe. J'ai commencé à comprendre ce que c'était que l'art de pugilistique et comprendre ce que c'était que l'intelligence de ces boxeurs, parce que ce sont pas des animaux sanguinaires, au contraire, ce sont des hommes extrêmement sensibles et talentueux et intelligents. Vous avez fait votre premier match de boxe anglaise en amateur, c'était en juin ? Oui, j'ai en fait profité du film. Quand on m'a proposé le film, j'ai dit ça m'intéresse, mais les scènes de boxe, moi je voudrais les faire en vrai, parce que déjà on parle d'un personnage qui prend des coups et que je vois pas comment moi je vais travailler le personnage autrement qu'en prenant des coups. Donc comme j'étais dans la boxe pied-point, je me suis dit ça m'intéresserait de découvrir la discipline maîtresse dans ce domaine des sports de contact, qui est la boxe anglaise, celle de Mohamed Ali, celle de Sugar Ray. Donc dans le film, vous avez pris des vrais coups. Donc j'ai appris la boxe. C'est ma question, ouais, vous les prenez les coups. Oui, j'ai appris la boxe pendant toute la préparation. J'avais le choix soit d'apprendre des chorégraphies pour faire des faux combats de boxe qui ressemblent à des vrais, c'est ce qu'on voit dans tous les films, parce que les acteurs n'acceptent pas de se faire taper dessus, et surtout les assurances n'acceptent pas qu'on se tape sur les acteurs. Et puis on s'est préparé très bien avec Souleymane Mbaye, qui est un champion du monde et qui est un vrai professionnel. Et puis champion du monde, double champion du monde, champion d'Europe aussi. Ouais. Mais quand il vous donne des coups, c'est des vrais coups. Oui, on sait boxer, quoi. C'est ça. Donner des coups. C'est un sport qu'on ne peut pas, on ne joue pas à la boxe. On peut jouer au foot, on peut jouer au tennis, on ne peut pas jouer à la boxe. Donc quand on s'entraîne pour faire de la boxe, il y a un moment après où on a travaillé son cardio et ses techniques sur un sac. Il faut travailler sur un sac qui rend les coups, et ça s'appelle un sparring. Donc on va sur un ring avec ses potes et ils vous mettent des coups dans la gueule. Et vous faites ce sport-là parce que vous admirez les gens, que ces champions ou ces gens qui sont dans l'ombre, que vous voyez tous les jours transpirer, prendre des coups et dire waouh, est-ce que je suis capable de faire ça? Et puis là, quand vous prenez vos premiers coups dans la gueule, vous dites bon, là vous avez 2 secondes à faire.
je me relève ou pas. Et c'est pas vraiment vous qui décidez. C'est votre âme, c'est tout ce que vous êtes. Et quand vous vous relevez, ben là, vous devez repartir au combat, rester vigilant. Et là, on commence à rentrer dans l'art de la boxe. Voilà. Alors, Mathieu Kassovitz, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, avant de découvrir le film Partner, la petite virgule traditionnelle, l'avant-goût, c'est un extrait de la bande-annonce. Excusez-moi. Il paraît que vous cherchez des sparring pour Tarek Mbarek. Très bien, ça, c'est bon, ça. C'est trop vieux, je suis désolé. Ouais, justement, j'ai l'expérience. Vous cherchez quoi comme sparring? Je cherche un sparring qui encaisse et qui fait pas chier. Bah, c'est moi, ça. J'ai signé un contrat avec un gros boxeur. Ah ouais? J'entraîne un type qui s'appelle Tarek Mbarek. Tu l'entraînes. Tu vas faire son sparring. C'est quoi sparring? Sparring, ma chérie, c'est quand un champion comme Tarek engage des boxeurs comme ton père pour leur péter la gueule pendant un mois, tu vois? Bien. Pas la peine de revenir. Je suis pas l'aristo du cœur, mec. J'ai un championnat d'Europe à préparer. J'ai pas le temps des états d'âme. Faut que j'ai des gens au top avec moi. Par contre, j'ai un truc que t'as pas. J'ai pris les KO. Je suis retourné sur le ring. Mais crois-moi, si tu l'as pas digéré, tu ne deviendras jamais le champion que t'as été. J'ai une surprise pour toi. Ça te dirait de boxer samedi soir, enlever le rideau? Tu sais à combien de combats t'es là? Tu m'as toujours dit que t'en ferais pas plus de 50. À 50, tu t'arrêtes. Alors fais-moi voir celui que t'aurais voulu être. Fais-moi voir celui que t'aurais pu être si quelqu'un avait cru en toi. Didier. Ouais, bah, j'ai fait 30 ans un sport de combat. T'as fait quoi? Bah, c'était un sport de combat collectif qui est le rugby. Le rugby, ah bah ça. J'ai joué 30 ans au rugby et la particularité, c'est que c'est la C'est les séquelles. La particularité, c'est que c'est un sport de combat collectif. Mais tout ce que vous avez décrit, sport de combat collectif. Ouais. tout ce que vous avez décrit sur la boxe, je l'ai vécu parce que tu te dis la première, elle arrive, paf, ça y est, elle est arrivée, c'est fait. Quand tu Et te fais puis taper après, un t'as plus qu'à te relever. cul, t'as 2 Mais secondes. t'as tes copains. T'as tes copains, moi je jouais devant à une époque où tout était autorisé sauf les couteaux. Les gens, je jouais talonneur, hein, donc c'est celui qui prend, quoi. C'est celui qui prend au milieu les bras en croix. Mais c'était 2 frangins sur les côtés. C'était 2 gars qui étaient frères et qui sont aujourd'hui, on s'est perdu de vue plus ou moins, mais ça reste mes frères, quoi, Ouais, mes frères d'armes. Bien sûr, bien sûr. En boxe, t'es tout seul. Non, t'es pas tout seul. T'as une Comment équipe ça? aussi. Et je pense qu'il y a famille, quelque chose et aussi. puis tu as tes coachs, tu as tes sparring, tu as Et tu tu as boxes tes amis. aussi pour tes sparring. Et quoi. tu boxes pour tous ces gens-là. Quand tu vas sur le ring, c'est pas juste pour toi, c'est pour tous les gens avec qui tu as travaillé. Le combat, comme vous pouvez vous le dire sur le rugby, le match en lui-même, il est pas si important que ça. C'est tout ce que vous avez vécu pendant tous les mois, tous les jours où vous vous entraînez, vous levez le matin. Personne ne vous voit pour arriver à un résultat. Donc le jour où vous êtes sur le combat, c'est juste le résultat de votre travail. C'est là que c'est intéressant. Même chose au rugby, vous ne pouvez pas vous mentir. Parce que le rugby, c'est un travail d'équipe. Vous pourriez vous dire, bon, bah, je reste dans un coin et j'espère que l'équipe va fonctionner. Non, vous êtes obligé d'aller au contact vous-même. Et ça, pas seulement vous avez vos copains à côté, mais vous avez aussi vos adversaires. Et au rugby, c'est un des seuls sports où il y a la haie d'honneur en sortie, parce que vous avez ce respect forcé des gens qui vous ont donné un combat. Ça fait beaucoup rire les gens aujourd'hui, les valeurs, mais ça reste un endroit où les gamins sont éduqués à la vie, quoi. Hein. L'école du rugby, c'est l'école de la vie, mais en vrai, quoi. Voilà, pas la pour de boxe, faux, c'est la quoi. même chose. Là, il se bat pour sa famille. Hein. Là, il se bat pour sa famille, ouais. Moi, j'ai adoré ce film. À la fois votre jeu qui est magistral, mais qui reste un personnage taiseux, qui fait tout passer par le regard, par les silences. J'aime les intentions de réalisation où dans le début du film, on vous met dans une position comme ça, face à des antagonismes. Vos mains vous servent à cogner, votre fille apprend le piano. Je veux pas spolier le film, mais c'est vraiment l'anti-film de boxe hollywoodien où on privilégie le temps long, les scènes familiales sont vraiment justes. Alors moi la question, voilà, on est tous d'accord sur la qualité de ce film. Pour un premier film, c'est vraiment exceptionnel d'avoir ces partis pris comme ça assumés. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est d'une part comment vous arrivez à recevoir, à rentrer dans une telle aventure. Donc comment vous recevez les scénarios, les étapes, comment vous acceptez, et puis surtout, quand on a Mathieu Kassovitz dans un premier film, est-ce que vous arrivez à vous empêcher d'intervenir dans la direction d'acteurs, dans les modifications du scénario? Est-ce que quand on a
Mathieu Kassovitz dans un premier film, on est vraiment dans une position de directeur. Et est-ce que vous permettez ça? Tu peux la reposer encore? Il a pas bien compris, tu peux lui clarifier la question. La première attention, on avait J'ai oublié l'hypercute, ça vous va les gars? J'ai oublié le début de la question. Voilà, tu vois. Non, moi, sur un coup comme ça, c'est du pain béni pour moi parce que C'est un agent qui vous le propose. mon agent, déjà, il sait que j'aime la boxe parce que je lui ai dit, il me dit ouais, il faut aller à des rendez-vous. Je lui dis écoute, tu me fais chier, je vais à mon entraînement. Donc il dit bon ok, il entend parler d'un film de boxe, il me dit ça m'intéresse. Il m'envoie le scénario et je lis un scénario qui est au-delà du film de boxe, qui est vraiment un truc qui est un film humain. Une histoire. Et effectivement, qui aurait pu se passer dans le milieu du rugby. Parce que on aurait pu imaginer un mec d'une petite équipe de province qui est blessé, qui doit continuer parce qu'il rapporte son blé, il doit travailler tous les samedis, il va se faire casser en deux. Donc j'ai lu ça, j'ai fait, ça aurait été dans le rugby, j'aurais dit super, je vais apprendre le rugby au maximum de mes capacités. C'était sur la boxe, j'ai dit super. Et évidemment, dans le cinéma, là où on a de la chance, c'est qu'on va travailler avec les meilleurs. Et il m'a mis Souleymane Mbaye entre les mains, et j'ai fait 6 mois de boxe avec un champion du monde. Donc je suis forcément gagnant moi personnellement, et je sais que ça va se voir dans le film aussi. Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a une direction d'acteur et trucs? Je laisse le réalisateur travailler comme il a à faire. Je gueule quand c'est pas assez rapide parce qu'il me casse les couilles et je lui dis mets ta caméra là et arrête de me casser les couilles. Mais sinon ça va, je laisse faire son travail. Quand je vois qu'il est en galère, je lui demande si je peux l'aider, s'il a besoin d'aide. Mais vraiment, je reste. Mais chaque fois que je le vois, quand je le vois en galère et que par moment il me regarde et je lui dis écoute, c'est quoi, moi je suis dans mon truc, t'es dans ton truc, je sais ce que c'est comme métier. T'as trop de questions dans la tête, je peux pas y répondre. Ouais. Donc fais ton boulot. Et la direction d'acteur, il peut me dire ce qu'il veut, je fais ce que je veux. Non, mais par exemple, sur la première semaine de tournage, il me l'a rappelé là, pendant une interview, qu'il est venu me voir à la 3-4e journée de tournage. Il m'a dit Mathieu, t'es pas dans le personnage, t'es trop à l'aise. Parce que j'avais fait tellement de boxe avant et j'étais tellement dans une ambiance de trucs et j'étais tellement excité j'allais au combat en fait. Et j'étais trop dans mon truc de boxeur et pas assez dans le personnage de Steve. Voilà. Mathieu Kassovitz, vous restez avec nous, suite du Grand Oral DGG. Dans un instant, direction RMC numéro 23. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC numéro 23, c'est Mathieu Kassovitz qui passe le Grand Oral DG avec ce superbe film Sparring. Allez le voir. Étienne. Non, moi par hasard, j'ai accompagné un jeune qui est devenu boxeur, Trestin, et j'ai retrouvé vraiment des trucs. Il y a qu'un boxeur qui a pu écrire ça, parce que j'ai retrouvé des trucs, notamment la différence entre l'humilité obligatoire, parce que ce type était tout sauf un type humble, ce mec-là. Il se la pétait énormément comme ça. Et en fait, à partir du moment où il est devenu professionnel, il est devenu dans une espèce d'humilité où, à un moment, le mec lui dit, c'est pas à toi qu'il le dit, mais il dit à un autre, je suis là pour gagner, on fait pas de blagues, je vais me cogner un super dur combat et on déconne pas avec ça. Et effectivement, c'est exactement ça, quoi. Il y a une espèce, d'un seul coup, tu apprends à revenir au niveau de la terre, parce que le jugement, il est ailleurs. Il a dit ça va être facile. Non, mais le jugement, il est facile, on est là. Je peux plus être dans le paraître. Le jugement, il est immédiat, surtout. Si tu te la pètes, c'est pour ça que c'est intéressant, les boxeurs, parce que c'est pour ça qu'ils ont des grandes gueules et que ça va bien avec cette émission. Mais t'es obligé d'avoir une grande gueule parce que t'es obligé de t'affirmer toi et de faire peur à l'autre. Mais t'es obligé plus tu gueules, plus t'es obligé d'être bon. Plus t'es obligé de travailler, plus t'es obligé de te lever le matin et d'aller au travail et au charbon tous les jours, et pour te mettre dans cette mentalité-là, de défoncer le mec en face et que surtout il ne t'humilie pas parce que t'as ouvert ta gueule devant tout le monde. Malgré tout, une fois que c'est fini, si le combat était s'il n'y a pas eu personne n'a abandonné, si on est allé au contact et que le combat a été donné, les combattants vont se prendre dans les bras, ils vont se donner énormément de respect. Il y a de l'intox, mais il y a du respect. L'intox, elle est pour soi-même et pour les autres. Non, mais c'est aussi parce que c'est devenu un spectacle, la boxe, quand même. Non, mais ça a toujours été ça. Oui, mais c'est la bagarre. C'est la bagarre. C'est l'état d'esprit de ah ouais, tu veux y aller, moi je vais te taper dessus. Non, c'est moi. Non. Et quand tu te la pètes dans la rue, parce que moi je suis là, le premier. C'est pour ça que j'ai fait de la boxe, parce que je suis le premier à la gueuler, à la ramener. J'ai réussi à me sortir d'affaires, mais dans lesquelles je m'étais mis, mais sans bagarre, sans rien, et j'ai prié le ciel à chaque fois. Mais à un moment, je me suis dit, est-ce que je peux assurer derrière? Mais c'est pas à la bagarre, mais est-ce que j'ai vraiment
l'esprit qui va avec ma grande gueule, quoi. Ouais. Et quand tu te retrouves face à un ring, tu vois tout de suite ton niveau. Et là, ça t'oblige à l'humilité. Moi, c'est toujours quelqu'un de plus fort que toi. Mathieu, vous dites, moi, je suis une grande gueule, mais vous n'arrêtez pas. Moi, je vous adore parce que je suis pas toujours d'accord avec ce que vous racontez. Parfois, je me dis, mais c'est pas possible, il peut pas dire ça, il va trop loin, il va s'en prendre plein la tête derrière, il fait exprès, vous avez mal pour moi. C'est un provocateur. J'ai parfois un peu mal pour vous. Parce qu'en plus, dans le milieu du cinéma, c'est pas trop comme ça qu'on doit faire dans le spectacle. Dans le spectacle, il faut toujours donner une image de soi, surtout quand t'es en promo 15 jours après. Assez consensuelle. Et vous arrêtez pas. On vous avait donc en fin d'année au téléphone sur l'histoire avec les policiers. Bien sûr. Vous en êtes tout d'ailleurs avec cette grande histoire d'amour avec les policiers? C'est comme Dupont-Aignan, j'attends toujours leur procès. Oui, s'ils ont fantasmagorique. Non, je crois pas, non. Non, bah non. Est-ce que ça vous a jamais nuit? Est-ce que vos prises de position ça n'ont pas parfois des influences? Là, cet épisode-là, il a lieu 15 jours avant la promo de Sparring. Non, mais ça me nuit. À un moment, il doit flipper, vos agents, vos réalisateurs. Non, ça, pour les promos, parler de moi en bien ou en mal, mais parler de moi, ça fait ça. Les gens qui m'aiment bien, ils m'aiment bien. Les gens qui m'aiment pas, ils m'aiment pas. Ça changera rien au succès d'un film comme ça. Non, le seul truc, c'est est-ce que ça fait du mal à ma carrière ou pas? Oui, si je voulais être présenté, Alain Delon, et présenter les Césars tous les ans et faire des blagues et vendre des DVD et avoir mon émission et être habillé par Francesco Smalto, ouais. Mais moi, la vie que je mène, les amis que j'ai, la façon dont je mène ma vie, non, ça m'a servi parce que je l'ai fait à ma façon et il y a pas plus grande fierté. Encore une fois, on revient au film. Mais est-ce que vous faites peur? J'ai pris des KO, mais bien sûr. Parce qu'en tant qu'acteur, on voit beaucoup le bureau des légendes, ça marche très fort. Sparring, on voit que c'est un vrai rôle. Je les rends fous. Ils m'aiment, mais ils me détestent. Ils veulent de moi, mais ils peuvent pas. Je les rends fous et je comprends. Mais moi, je suis pas. Parce qu'ils savent pas. Ils voient bien que je suis pas le connard que je donne l'impression d'être. Mais pourquoi vous voulez parfois donner l'impression d'être un connard? Mais je veux pas rentrer dans la bête. Pourquoi vous voulez donner parfois l'impression d'être un connard? Parce que je trouve que déjà je donne une voix à tous les gens qui ont envie de gueuler et qui peuvent pas. Et ça, je sens que ça fait du bien à des gens quand j'insulte un politicien. Il y a plein de gens qui disent ah merci. Vous croyez vraiment? Je suis sûr. Les gens se disent pas plutôt c'est facile pour lui pour l'instant. Il y a des gens qui disent. Il gueule au micro et derrière il rentre dans sa limo, il va dans son bel appart, etc. Ma limo dans mon bel appart, ouais certainement. Mais tout le monde se dit plein de trucs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui disent ah merci de gueuler comme ça. Je sais qu'il y en a parce qu'on a besoin. Moi, si j'étais à ma place, si je pouvais pas gueuler, ou si j'avais pas une voix, j'adorerais que quelqu'un. J'adore à chaque fois que quelqu'un prend une prise de parole un peu forte qui va en contradiction avec son propre bénéfice salarial ou je sais pas quoi ou d'amis de like sur Facebook. Voilà, j'ai 50 balais, j'ai toujours pensé comme ça et surtout je peux plus repartir en arrière aujourd'hui. Non, mais surtout, je kiffe. Moi, j'adore. Moi, j'adore, mais j'adore pas. Non, c'est pas ça. Mais je suis pas intouchable du tout. Si, quand même. Intouchable dans le sens où vous dites vous-même, vous en foutez des likes sur Facebook, vous en foutez de ce qu'on pense de vous. Ça, c'est pas être intouchable. Ça, c'est pas intouchable. Parce qu'il y a des artistes qui se sont ramassés. Non, moi, j'ai risqué ma carrière et j'ai perdu beaucoup. Je pourrais être riche, connu, beau et jeune aujourd'hui. Il y a des films que vous auriez pu réaliser, vous n'avez pas pu réaliser à cause justement de ce caractère que vous avez? Non, parce que les films que je veux réaliser sont des films que de toute façon, je ne peux réaliser qu'avec ce caractère-là. C'est pour ça que je ne les réalise pas tous et c'est pour ça que j'ai plein de projets que je ne pousse pas plus loin parce qu'aujourd'hui, à mon époque, moi, comprenez, je viens d'une époque et vous connaissez cette époque-là, avant le digital, avant on avait 3 chaînes de télé et le cinéma était très important parce qu'il transmettait un message qui était extrêmement important qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. C'était un média alternatif. Depuis, le cinéma en 30 ans a changé, est devenu un produit purement de consommation, de grande consommation, qui n'a plus aucune valeur réelle, qui n'existe plus. Et moi, j'ai perdu tout mon amour pour cette. C'est pas que j'ai perdu tout mon amour, c'est que malheureusement, le cinéma que j'aime n'existe plus aujourd'hui et n'a plus vraiment de raison d'être. Donc comme réel, il n'a plus de raison d'être parce que je pense qu'une vidéo sur Facebook bien montée avec le son qu'il faut sur 3 minutes sur un sujet important, de rencontrer quelqu'un qui est de banlieue, qui est inspirant parce qu'il a fait un parcours incroyable ou une vie terrible, que quelqu'un d'un enfant qui veut continuer à se battre malgré l'adversité, ça stimule plus et ça rend plus, ça peut plus changer les vies qu'un film de 2 heures que je vais mettre
5-6 ans à faire pour avoir un spectateur. Donc aujourd'hui, vous ne pourriez pas faire la haine? Si, mais je pense pas que le film aurait la reconnaissance qu'il a eu à l'époque. Mais non, évidemment que non. Donc comme réal, tu arrêtes ou enfin je veux dire. Non, comme réal, moi c'est ma passion. C'est ma passion, c'est une passion, c'est un art, c'est un artiste, c'est comme vous dans vos métiers, il y a un art dans ce que vous faites. Et quand on le fait bien, c'est pour ça ce qu'on appelle ça des artisans. Je suis un artisan du cinéma, j'aime la fabrication du cinéma. Donc moi j'ai un gros problème avec les ordinateurs et avec tout ce merdier qui fabrique un cinéma où le réalisateur n'a pas besoin d'être là et c'est pas lui qui fabrique réellement. J'aime fabriquer, j'aime avoir les mains dans le cambouis, j'aime ça. C'est pour ça que j'aime la boxe, c'est pour ça que j'aime les chiens, c'est pour ça que j'aime les mômes, c'est pour ça que j'aime les meufs, c'est pour ça que j'aime la vie analogique, quoi. Donc moi je viens de cette époque-là. Maintenant, aujourd'hui, je suis un peu déconnecté de tous ces trucs-là. Je vais arrêter tous mes trucs, tous mes réseaux sociaux parce que j'y vois plus l'intérêt. J'ai pas envie de vendre des t-shirts. J'ai même marre de faire de la pro. Enfin, je trouve ça ridicule. Donc c'est pas que je trouve ça ridicule. Moi, ça ne me va pas. Voilà. Oui, mais si on vous confiait une caméra, des moyens, qu'est-ce que vous auriez envie de dire et de filmer, de montrer aujourd'hui? Mon ami. Je peux même pas en parler à l'écran. Non, mais si, on est dans les GG, donc. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, j'ai de plus en plus les sujets qui m'intéressent sont de plus en plus restreints. Mais j'ai des films. Par exemple, j'ai 3 gros projets historiques pour moi, qui sont des films que je tiens depuis 10 ans, qui sont un gros dessin animé historique, historique avec un grand H, qui est un truc magnifique, un projet magnifique que je veux faire. J'ai un film de science-fiction où j'ai pardon, l'histoire avec un grand H, il a dit. L'histoire avec un grand H. C'est la Deuxième Guerre mondiale chez les animaux. Voilà. Ouais, c'est inspiré de La Bête est morte de Calvo et d'Ancette. C'est un truc magnifique que je veux faire d'une technique très spécifique. Et puis j'ai un film de science-fiction où j'ai résolu le problème du retour dans le passé et des machines à remonter le temps, ce qui est très important dans le cinéma parce que ça n'a pas encore été résolu. Et voilà, donc, et le troisième? Et j'ai un autre film magnifique c'est pas un film de science-fiction, mais un film de fiction scientifique sur l'espace et sur notre rapport à notre planète. Voilà. Donc c'est des projets qui restent ancrés dans une certaine politique, mais pour pouvoir les faire, je cherche quelqu'un qui me dise oui. Tes projets m'intéressent, c'est toi qui m'intéresse, j'ai envie de t'aider à aller là-dedans. Mais j'ai besoin d'une énergie autour de moi parce que me lancer dans ces trucs-là en disant je vais devoir me taper... Le montage de production, en sachant que tu rentres dans un projet où déjà, pour pouvoir obtenir les sous, tu dois faire tellement de concessions que moi je suis. Il y a les réseaux sociaux aussi. Maintenant, il y a le crowdfunding. Au moins, vous dites si vous m'aimez, suivez-moi, et puis on monte le projet ensemble. Participatif. J'ai plus 20 ans, jeune homme. Non, mais je gagne très bien ma vie en tant qu'acteur. Donc, pour que je retrouve ma passion en tant que réalisateur, il faut que je trouve une énergie. Alors, elle peut venir des gens, mais c'est pas parce que je vais avoir des gens qui vont me dire on veut que tu faire des films. C'est pas ça. J'ai besoin d'une énergie créative. Moi, mon problème en France, c'est que quand je gueule sur je dis pas que je suis le meilleur, je dis que moi je me trouve pas très bon, mais je trouve que il y a un tel manque de créativité. Si vous recevez, et tous les gens du cinéma vont vous le dire, posez la question à tous les gens qui viennent ici. Qu'est-ce que vous avez regardé dans le coffret des Césars que vous recevez pour tous les films pour lesquels vous pouvez voter tous les ans? Tous les gens du cinéma se regardent dans les yeux en regardant mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Mon Dieu, c'est quoi ces merdes qu'on a fait? Ces films qui n'ont aucun intérêt qu'on a fait toute l'année. Et c'est pour ces films-là qu'on va devoir voter et c'est là-dedans qu'on se complaît. Moi, le problème que j'ai, parmi ces films-là, il y a des films qui ont fait 3-4 millions d'entrées et qui sont des succès énormes, qui font vivre le cinéma. Tant mieux. Moi, personnellement, créativement, je me sens seul. Je trouve pas de réalisateur qui me surprenne où je me dis waouh, putain, une nouvelle utilisation de la caméra ou une nouvelle utilisation du scénario. Il y en a, mais très peu, très peu. Et je suis malheureux de ça. C'est pas, je dis pas que je suis le meilleur ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on a un cinéma je sais pas, bourgeois. Je ne comprends pas. On a un cinéma bourgeois. Mais auto-centré en tout cas. Non mais bourgeois, oui, je pense. Mais bourgeois dans le sens où je pense finalement le producteur il prend plus tellement de risques aujourd'hui avec les aides. Je vis dans l'est de Paris, il n'y a pas beaucoup de gens du cinéma dans l'est de Paris et ceux que je croise, c'est généralement des gens qui me disent ah tiens, ça m'étonne pas que tu sois là. Mais le reste, ils sont tous dans le 8e et dans le 16e. Ça vit très centré et je pense que moi je refuse d'aller aux avant-premières parce que si tu vas aux avant-premières, tu es obligé de dire du bien du film que tu vas aller voir. Si tu dis du bien, le réalisateur va y croire, les acteurs vont y croire, ils vont devenir tes amis et tu vas devenir les amis de leurs amis et tu vas aller à leurs avant-premières et
tu vas aimer tout. Donc je vais aller aucune avant-première, comme ça je peux continuer à dire que j'aime. C'est pas que j'aime rien. Il y a plein de films que j'adore. Mais vous, il y a peut-être les médias, une franchise à avoir qui serait salutaire d'ailleurs. Les médias mentent alors, c'est ça? Non, tout le monde ment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde est dans un jeu de dupes à vous écouter, Mathieu. Non, pas du tout. Non, c'est moi qui suis peut-être le dupe. Je critique pas la façon dont les autres font leur truc. Moi, c'est un problème de communication, moi, avec ce système-là. Mais non, pas du tout. Au contraire, regardez, une émission comme la vôtre, où on rencontre des gens aussi diversifiés que ce qu'on voit sur ce plateau-là, qui laissent la parole. Ça, je suis que pour et j'applaudis à demain. Donc, il y a du bon et du mauvais, mais vous êtes le premier à le savoir aussi. Oui. Donc, mais non, mais il faut un peu de compromis, Mathieu. En fait, votre problème, c'est le compromis. Vous avez du mal à accepter le compromis. Non, c'est que vous remarquez mes critiques. C'est aussi une industrie, il y a des codes, etc. Mais je l'accepte, j'accepte et je suis émerveillé et très heureux que des films que je trouve, moi, de piètre qualité fassent un énorme succès. Au contraire, ça fait vivre des gens, ça fait vivre une industrie. À condition qu'il y ait de la place pour d'autres aussi. Voilà. Il faut qu'il y ait de la place pour d'autres. Et en France, on n'a malheureusement pas, il n'y a pas cette place pour d'autres. Ça vient en partie des spectateurs. Moi, je reviendrai à quelque chose d'avant. Non, mais le cinéma italien n'est pas une économie. Nous, on a une vraie économie. Par rapport au cinéma américain, par rapport au cinéma asiatique, par rapport au cinéma allemand, par rapport à ce cinéma-là, non, on est beaucoup moins... En littérature, c'est un peu la même chose. Tout le monde le dit, la littérature française, elle est super... C'est-à-dire que les gens écrivent leur vie, qui n'est pas toujours passionnante. Moi, je pense qu'on a un vrai problème en France. On a un vrai problème en France de nombrilisme. C'est ça. Qui est basé sur un truc qui est tout à fait, je trouve, tout à fait juste. On a été le pays qui avons changé le monde. On a été le pays des Lumières, on a été le pays des philosophes, on a été le pays même de Louis Lumière. Vraiment de la, oui, des frères Lumière aussi. On a été le pays de la création artistique, de la création philosophique. On a été un grand pays et on a oublié d'évoluer. Et on est resté sur des vieux acquis qui ne fonctionnent plus dans un monde qui ça a arrêté de fonctionner à partir des années 80. Je pense que Sarkozy a achevé l'ensemble dans les années 2000 avec sa mondialisation à outrance. Et on a besoin de retrouver notre place de Français et moi je suis pour faire de ce pays le pays du luxe et du bien vivre. Que les paysans puissent travailler et sans avoir à se préoccuper du prix du lait en Pologne parce qu'on peut pas se battre contre ça, qu'on puisse avoir de la création comme ce que tu fais avec ton cirque, qu'on puisse aller chercher des petits jeunes dans les quartiers et les faire évoluer. On a besoin de changer complètement notre paradigme de société, je pense. Écoutez, si ça vous a pas donné envie de découvrir Mathieu Kassovitz dans Paris, je sais pas ce qu'on peut faire de plus dans les GG. Merci d'être passé par les grandes gueules, Mathieu. Merci. C'est un plaisir.